Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire de Clubster NSL, qui portera sur les composés phénoliques, le sourcing innovant et les effets santé, qui s'intègre dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle AgriWaste Value et dont on va vous parler plus en détail aujourd'hui. Un petit rappel sur le déroulé de cette fin de matinée. Donc, je vais vous faire une brève introduction et présentation du projet AgriWaste Value dans les grandes lignes, qui sera suivie par une intervention de Job de Célabor sur la valorisation des résidus agricoles en ingrédients bioactifs pour les secteurs nutraceutiques et cosmétiques. Et il illustrera cette démarche avec deux projets, donc le projet AgriWaste Value et Phenolexa. Nous aurons ensuite une intervention de Cindy Romain de Phytexia sur leur extrait Oxinea, qui est un concentré de polyphénol, et elle présentera plus en détail leurs activités de R&D sur ce volet-là. Et nous aurons enfin une intervention de Renato Froidevaux de l'Université de Lille et de l'UMR Transfrontalière Bioéco-Agro sur l'utilisation des biotechnologies appliquées donc à la valorisation des coproduits d'origine agricole et agroalimentaire. Donc, merci déjà aux trois intervenants pour cette fin de matinée. Comme je vous disais, j'ai enregistré le webinaire, donc vous aurez accès au replay et au support disponible ensuite. Pour les questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet dédié, donc l'onglet de chat. Je prendrai toutes les questions après chaque intervention et donc on pourra échanger de manière interactive si vous le souhaitez. Et pendant les présentations, merci de bien couper le micro pour éviter toutes les nuisances. Alors, un petit peu d'éléments de contexte avec le projet AgriWaste Value pour commencer assez rapidement. La majorité des actifs naturels qui sont utilisés en cosmétique ou en nutraceutique à l'heure d'aujourd'hui sont importés en Europe. Et à côté de ça, on a une grosse attente du côté des consommateurs pour tout ce qui va être produit localement, gage de qualité. Donc, il y a un écart sur ces deux sujets-là, avec des marchés cosmétiques et nutraceutiques qui ont un poids très important, un marché européen évalué à 78,6 milliards d'euros en 2018, qui fait d'ailleurs de l'Europe le premier marché mondial des produits cosmétiques. Et du côté des compléments alimentaires, un marché européen avec une très grosse croissance soutenue depuis ces dernières années, une croissance annuelle moyenne de 6% depuis 2014, qui a permis d'atteindre en 2018 11,6 milliards d'euros pour les compléments alimentaires et un marché mondial attendu en 2025 à 216 milliards d'euros. Donc, c'est sur ces très gros marchés et ces attentes de consommateurs que s'intègre le projet européen AgriWaste Value, qui a pour objectif de démontrer l'avantage de ces chaînes d'approvisionnement locales pour obtenir des composés bioactifs organiques, durables et locaux pour répondre à ces attentes croissantes des consommateurs. Donc, quel est l'objectif de ce projet? Il est de transformer les sous-produits, les résidus agricoles des régions nord-ouest de l'Europe en composés bioactifs pour les utiliser dans différents secteurs, donc en priorité les secteurs cosmétiques et nutraceutiques, et ensuite donc les secteurs de l'énergie, de la chimie, de l'agriculture, pour créer toute une économie circulaire, une véritable chaîne de valeur. Et la biomasse qui est utilisée dans ce projet-là, c'est des produits issus de la taille de vigne, pommiers, poiriers, donc les arbres fruitiers, intégrant aussi tout ce qui va être écorce et bourgeons. Donc, dans le cadre du projet européen AgriWaste Value, 9 partenaires sont impliqués de 5 pays européens. Donc, AgroParisTech, Eurasanté, Clubster NSL, Cosmétique Vallée et l'Université de Champagne-Ardenne côté France, Célabor Valbium côté Belgique, Delphi pour les Pays-Bas, PFI pour l'Allemagne et le PFL, donc École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse. Ces acteurs ont des profils vraiment complémentaires, privés, publics, acteurs de la recherche, plutôt sur de la dissémination avec des pôles de compétitivité, et vont permettre de couvrir toute cette chaîne de valeur et les différents secteurs qui sont associés dans le cadre du projet. Ce projet a démarré en 2018 et il est sur sa dernière année, donc il se clôturera en octobre 2022 avec un budget conséquent de 3 millions 19 qui a été financé, qui a eu le support du programme européen Interreg Europe Nord-Ouest et de la Wallonie. Donc n'hésitez pas, si vous ne suivez pas déjà les infos sur ce projet, à consulter le site internet, les réseaux sociaux. Et je vous invite également à noter la date du Final Event, donc l'événement de clôture de ce projet-là, qui s'intégrera dans notre convention d'affaires en nutrition NutriEvent les 4 et 5 octobre prochains 2022 à Nantes. Et donc, on aura tout un après-midi où on présentera les résultats du projet. Voilà, on a beaucoup avancé forcément vu qu'on est sur la dernière année, beaucoup d'éléments intéressants à présenter que Job va présenter d'ailleurs juste après. Et il est déjà possible de vous inscrire. Donc, n'hésitez pas.
Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont arrivés entre-temps. Je vais passer du coup la main à Job. Voilà, j'ai posé un peu le contexte du projet et je vais laisser Job parler un petit peu plus en détail des extraits du projet AgriWaste Value notamment, mais aussi d'un autre projet. Si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi sur l'onglet chat et on y répondra au fur et à mesure. Donc Job, je te laisse la main. Merci beaucoup, Marine. Alors, j'essaie juste de passer. Alors, je vais. On ne voit pas encore le plein écran. OK. Et tu peux me redonner la main là? Je pense que tu l'as encore. Oui. Par contre, lorsque je partage, je n'arrive pas à faire le plein écran. Je te laisse réessayer, sinon on fera sans le plein écran. Peut-être en zoomant, on voyait quand même bien. Donc le bouton en bas à droite ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas. Diaporama, tu vois. Ah Voilà, voilà, c'est bon. c'est bon. Merci. C'est bon, on y arrive. Merci beaucoup. Merci Marine pour cette invitation et merci à tous ceux qui ont bien voulu participer aujourd'hui à ce workshop dans le cadre du projet AgriWaste Value. Donc, très rapidement, je vais parler ici de deux projets européens principaux qui sont AgriWaste Value et Phénolexa, dans lequel Celabor est impliqué. Je cherche en même temps à trouver le curseur rouge. Je ne le trouve pas, mais ce n'est pas grave. Alors. OK, le projet AgriWaste Value. Ici, nous partons des résidus. Il est question de valoriser les résidus de l'agriculture dans un système d'économie circulaire. Ce schéma représente bien ce qui se passe dans ce projet et quels sont les partenaires clés impliqués à chaque étape. Celabor va être impliqué bien en amont du projet dans l'extraction des composés bioactifs. AgroParisTech interviendra dans la modification enzymatique de ces composés que nous les envoyons sous forme d'extrait. Les résidus après extraction, eux, sont valorisés pour la production de biogaz et de biosolvants par le PFI en Allemagne. Et les résidus après production de biosolvants sont valorisés dans la fertilisation par le partenaire Delphi aux Pays-Bas. Donc, toutes les données produites au cours de ce projet sont envoyées chez le partenaire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, qui effectue des études de LCA, impact économique et impact sur l'environnement. Donc, dans le cadre de cette présentation, je vais principalement parler de la stratégie d'extraction que nous mettons en place pour la production des extraits bioactifs. Déjà, un mot sur l'approche globale que nous avons chez Celabor dans le traitement des matières.
Généralement, les matières sont collectées et pré-traitées, hein, que ce soit par des techniques de séchage que nous avons chez Celabor ou de séchage à l'air, ou des fois on travaille avec des matières fraîches aussi, dépendamment de l'objectif du projet. Ensuite, nous avons des procédés d'extraction verts. Nous sommes très bien positionnés sur tout ce qui est extraction, notamment au CO2 supercritique et à l'eau subcritique, aussi bien à des échelles de laboratoire qu'à des échelles pilotes. Là, je parle juste d'extraction vert, mais à côté, nous avons aussi des cuves de macération classiques pouvant aller jusqu'à 350 litres de volume. Également, nous avons des techniques de post-traitement, hein, des extraits qui sont produits, que ce soit pour leur concentration sur des colonnes de résine, des filtrations membranaires, également à l'échelle pilote, à l'échelle du laboratoire et à l'échelle pilote, mais aussi pour le séchage de ces extraits lorsqu'on veut les obtenir sous forme sèche, comme la lyophilisation et l'atomisation. Bien entendu, toujours de l'échelle du laboratoire où sont faits les développements, à l'échelle pilote. À côté, sous demande souvent des partenaires aussi des clients, nous avons développé un panel de tests pour évaluer les propriétés biologiques de nos extraits. Donc, nous faisons les tests classiques de détermination des propriétés antioxydantes telles que le DPPH, le FRAP et l'ORAC, mais aussi des tests anti-âge comme les tests d'inhibition de la collagénase et de l'élastase, ou des tests voilà, anti-pigmentaires tels que les tests d'inhibition de la tyrosinase. Les composés bioactifs contenus dans les extraits peuvent être quantifiés, ces métabolites bioactifs peuvent être quantifiés par notre plateforme analytique qui contient plusieurs chaînes de HPLC couplées aussi bien à l'ELSD qu'à l'UV, mais aussi nous avons plusieurs appareils de LC-MS pour des déterminations beaucoup plus poussées de nos métabolites secondaires. Au jour d'aujourd'hui, 26 variétés ont été collectées dans le cadre d'Agri-West Value. Donc, 11 variétés de sarments de vignes provenant de 11 variétés différentes que vous pouvez voir ici, des tailles de pommiers provenant de 10 variétés différentes et des tailles de poiriers provenant de 5 variétés différentes. Toutes ces variétés sont collectées dans les 5 pays impliqués dans le projet Agri-West Value. De façon brève, ce schéma montre un peu ce qui a été fait jusqu'ici dans notre projet. Les résidus agricoles, lorsqu'ils arrivent chez Celabor, sont séchés et puis broyés à 4 mm. 4 mm ayant été choisis suite aux études de pré-traitement comme la taille idéale pour l'optimisation de l'extraction des composés cibles. Toutes ces matières sont analysées pour leurs contaminants, hein, notamment les métaux lourds et l'analyse des résidus de pesticides avant de passer aux extractions. Donc, nous faisons cette analyse à plusieurs niveaux dans le projet. Déjà sur les matières au départ et aussi sur des extraits qu'on obtient à la fin. Donc, la méthode d'extraction vraiment ici qui a été choisie comme méthode que nous avons appelé de screening pour avoir une idée globale sur toutes nos matières était cette méthode d'extraction par solvant pressurisé où nous avons essayé plusieurs solvants pour comprendre de façon globale la composition de nos matières, aussi pouvoir identifier en termes d'activité quels pouvaient être les extraits les plus intéressants vers lesquels on devait se pencher pour monter en échelle. Donc, c'est une méthode assez rapide et très peu consommatrice de solvants.
À côté de cela, nous avons fait, lorsque nous identifions des extraits intéressants, cette extraction est comparée à la macération classique et à une autre méthode d'extraction respectueuse de l'environnement, qui est l'extraction assistée aux ultrasons. En termes de résultats, vous pouvez voir ici quelques résultats que nous avons obtenus sur l'extrait de poirier, par exemple. L'extrait de poirier ici montre sur la première figure le rendement d'extraction à l'eau qui est similaire au rendement d'extraction à l'éthanol, 70%, tandis que l'acétate d'éthyle extrait très peu de matière finalement. Ce résultat se confirme lorsque nous évaluons le contenu en polyphénol total, en composé phénolique total. Et si nous passons à leurs propriétés antioxydantes par les tests classiques de FRAP et de DPPH, également nous voyons que l'extrait à l'eau et l'extrait à l'éthanol, 70%, sont les deux extraits les plus actifs, tandis que l'extrait à l'acétate d'éthyle a une activité très faible. Donc, pour le poirier, ces deux activités, ces deux extraits, l'extrait à l'eau et l'extrait à l'éthanol, 70%, ont retenu notre attention pour les phases suivantes du projet. Pour ce qui est des tailles de poirier, dans les tailles de poirier, nous notons ici un comportement différent avec l'extraction à l'acétate d'éthyle. On constate tout de suite que l'acétate d'éthyle, qui n'avait pas été un solvant idéal pour les extraits des poiriers, est ici présente un comportement différent avec cette matière qui sont les tailles de poirier. L'éthanol, 70%, reste le solvant idéal. Et son extraction est le résultat est consistant, quelle que soit la matière utilisée. Et si nous voyons au niveau de leurs activités antioxydantes, c'est ce même résultat. Nous nous intéressons donc ici pour la suite à l'extraction avec l'éthanol 70% pour le cas des tailles des pommiers. L'étape suivante a consisté à identifier les métabolites secondaires qu'il y avait dans nos extraits. Pour des raisons de confidentialité, nous n'allons pas donner tous les détails ici, mais nous avons pris le cas le plus parlant de notre étude, qui était cet extrait à l'éthanol 70% des tailles de pommiers. Nous constatons ici pour les composés majoritaires qui sont identifiés dans ces extraits que le composé le plus présent, le plus présent dans tous ces extraits, quelle que soit la variété utilisée, est la fluoridine. Et la fluoridine que nous obtenons ici à l'échelle du laboratoire, déjà à plus de 15% en concentration. Cette molécule retient notre attention à deux titres. Déjà, elle est présente en très grande quantité, tandis que les autres molécules qui viennent telles que la vicularine, la quercétrine et l'acide chlorogénique sont en très faible quantité. On est autour de 1%. Donc, également, on voit que pour le domaine de la cosmétique, aujourd'hui, la propriété de la fluoridine est déjà mise en avant, et notamment il y a déjà un brevet pour leurs propriétés en dermocosmologie, et puis il est utilisé déjà aussi dans cette gamme de crèmes Slim Design qui est présente sur le marché. Pour ce qui est de la nutraceutique, Diana Food est en train de travailler sur les propriétés antiglycémiques de cette molécule, et l'INRA en France a également déjà déposé un brevet pour son côté colorant, pour le côté colorant
d'un dérivé de cette molécule. Donc, c'est une molécule qui présente un intérêt certain. Nous avons fait une comparaison, comme je le disais tantôt, avec les autres techniques d'extraction et nous constatons pour les tailles de pommiers ici que le rendement d'extraction en utilisant les solvants pressurisés, et notamment l'éthanol pressurisé, est le plus élevé, mais en termes de contenu en polyphénol, les trois techniques restent similaires. Du coup, pour les étapes qui suivent, nous allons utiliser la macération classique pour cette matière. C'est la macération classique qui finalement est la plus facilement industrialisable et qui nous mettait moins de limites dans la valorisation également aussi du produit après sur le plan nutracétique. Donc, nous avons effectué, après ce travail à l'échelle du laboratoire, nous avons effectué des extraits encore à des échelles progressivement vers des échelles plus grandes. Et qu'est-ce que nous avons constaté? À l'échelle du laboratoire, notre technique nous avait permis d'avoir 5% de rendement d'extraction avec une concentration de 15%, comme j'ai montré tantôt, en fluoridine. Lorsque nous montons en échelle, nous sommes passés, nous avons pu développer un extrait riche à 11%, riche à 20% en fluoridine et avec un rendement d'extraction beaucoup plus élevé. L'extrait que nous étudions actuellement est l'extrait qui a été produit à l'échelle semi-industrielle, c'est-à-dire à l'échelle de 350 litres. Et avec cet extrait, nous avons pu développer aussi à côté une méthode de concentration, donc une méthode basée sur les résines absorbantes pour pouvoir avoir des extraits beaucoup plus concentrés encore en fluoridine. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons monté à l'échelle pilote, nous avons pu obtenir des extraits riches à plus de 50% de fluoridine. Et à côté, nous pouvons voir que les propriétés de cet extrait enrichi, effectivement, comparé à l'extrait initial, sont beaucoup plus intéressantes. Le taux de phénol, donc à côté du taux de la concentration de fluoridine que nous avons vu, qui est de plus de 50%, nous voyons que le taux des polyphénols totaux, il est passé du simple au double. L'activité DPPH également passe de 41 mg équivalent d'acide gallique par gramme à 75. L'activité FRAP passe de 0,46 à 1,25. Donc ici, vous avez une image entre la différence des extraits avant la résine absorbante et après la résine absorbante. Donc ici, c'est ce à quoi ressemble cet extrait que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de formuler également dans de la maltodextrine par la méthode d'atomisation que nous avons chez Celabo. À côté de cet extrait enrichi en polyphénol, nous avons aussi déjà développé à plus grande échelle 2 extraits de poirier. Les 2 extraits qui avaient été considérés parce que ayant des comportements similaires. Donc, nous avons constaté que l'extrait à l'eau subcritique de poirier, a un rendement beaucoup plus élevé et permet d'extraire. Nous avons déterminé par LCMS, parce que ça, je ne l'ai pas montré plus tôt, son composé majoritaire qui est l'arbutine. C'est l'arbutine qui est le composé majoritaire que nous avons trouvé ici. Ce qui nous a conduit à l'explorer aussi, ses propriétés anti-âge. Et nous avons de très bonnes propriétés anti-tyrosinase de cet extrait. Néanmoins, on constate un comportement différent entre l'extrait à l'eau subcritique et l'extrait à l'éthanol pressurisé.
OK, donc on constate un comportement différent entre ces deux extraits, et notamment l'extrait à l'éthanol pressurisé qui a finalement un plus petit rendement, est beaucoup plus actif, nous le voyons ici, hein, le plus flagrant est cette activité antioxydante utilisant les tests de DPPH. Nous le voyons également dans l'activité anti-tyrosinase. Pourtant, il est le moins concentré en termes il est celui qui permet d'obtenir le moins d'arbutine. Néanmoins, nous pensons que voilà, cet extrait nous n'avons pas terminé sa caractérisation en termes de molécules. Hein. Il semblerait qu'il y ait d'autres molécules bioactives que nous n'avons pas encore clairement identifiées pour l'extrait de Poirier. Le projet tend vers sa fin, donc l'extrait de Poirier est l'extrait sur lequel nous sommes en train de pousser en termes de développement. Je n'ai pas présenté dans cette présentation les résultats de l'extrait des serments de vigne qui avaient déjà été faits dans les séances précédentes, dans les workshops précédents. Donc, nous pouvons conclure pour le projet Agri-West Value que ces résidus agricoles représentent une source prometteuse d'ingrédients cosmétiques et nutracéutiques. Par contre, ce que nous avons constaté dans les discussions avec les partenaires pour valoriser cet extrait, c'est que bien que les techniques respectueuses de l'environnement permettent d'extraire ces ingrédients d'intérêt, la réglementation Noble Food reste une étape limitante dans l'exploitation des résultats obtenus par ces techniques d'extraction pour ce qui est du domaine de la cosmétique, de la nutraceutique autant pour moi. Très rapidement, je vais vous parler également du projet Phénolexa. Le projet Phénolexa vient de commencer, hein, il a commencé vers la fin de l'année dernière chez Celabor. C'est un projet de type BBI, Biobased Industry, financé à 3,9 millions d'euros et qui va durer 3 ans. Le projet est constitué d'un consortium de 12 partenaires provenant de 8 pays européens, que vous pouvez voir sur la carte ici. Les matières utilisées, 6 matières premières sont utilisées dans ce projet. C'est également des résidus de l'industrie agricole ici. Il s'agit des feuilles d'olive, des sarments de vigne également d'une autre région ici, des pelures d'oignons rouges et jaunes, et des racines et feuilles d'endives. De manière globale, ces matières subiront un pré-traitement, puis une série d'extractions, de fractionnement, et les fractions les plus intéressantes seront stabilisées, encapsulées, avec à la fin 4 marchés visés: la pharmaceutique, la cosmétique, la nutraceutique et les aliments fonctionnels. Ce schéma montre globalement les work packages du projet, hein, et les work packages en gris ici, le work package 3 et 4 étant ceux dans lesquels le Celabor est impliqué. Notamment, nous sommes impliqués après le work package 2, le work package 2 qui consiste à tout ce qui est collecte et caractérisation des matières premières. Les matières arrivent chez Celabor et d'autres partenaires en parallèle, hein, mais qui ici nous développons des techniques à l'échelle du laboratoire pour l'extraction des molécules les plus intéressantes de ces matières. Une fois les molécules extraites et les techniques validées, nous montons à l'échelle pilote. Celabor est le leader du Work Package 4 où se fera les extractions à l'échelle pilote et la validation à TRL 4 et 5. Après avoir obtenu ces extraits à l'échelle pilote, ils passeront alors au Work Package 5 où il y aura toutes les caractérisations
des activités et le développement des premiers prototypes. Bien entendu, toutes ces données seront transmises aux partenaires du Work Package 6 qui effectueront des études technico-économiques et d'impact sur l'environnement. Donc, le Work Package 3, une des premières tâches que nous avons fait, je vais vous montrer dans cette présentation 2 tâches que le CELABOR a effectué déjà sur ce projet. Une des premières tâches que nous avons fait est l'étude du pré-traitement en utilisant les champs électriques pulsés, la technologie des champs électriques pulsés qui est présente chez CELABOR. Nous l'avons étudié déjà en voyant les matières premières à plusieurs tailles. Donc, l'impact sur le broyage a été utilisé. Est-ce qu'il valait mieux utiliser directement les matières premières sans les broyer ou déjà broyer, et si broyer, à quelle taille? Donc là, vous voyez un peu quelques photos de la plante telle que ça se présente pour monter dans l'appareil des champs électriques pulsés. Et nous avons ici un premier tableau de résultats. Ce tableau montre que l'extrait ici, le premier ici en jaune, l'extrait des racines d'endives est celui que nous parvenons à obtenir avec un très grand rendement d'extraction en utilisant juste les champs électriques pulsés. Par contre, lorsque nous prenons tous ces extraits et que nous analysons leur contenu en polyphénols totaux, nous constatons que les oignons rouges non broyés et les oignons jaunes non broyés sont ceux finalement qui contenaient le plus de composés phénoliques totaux. Donc là, c'est vraiment les premiers résultats que nous avons. Ici, à côté, nous comparons l'extraction effectuée sans application des champs électriques pulsés et l'extraction avec application des champs électriques pulsés. Ici, c'est une extraction standard. Hein. C'est une extraction standard en utilisant l'éthanol à 60%. L'éthanol à 60% a été choisi comme la méthode d'extraction standard dans le projet Phénolex. Il a été décidé par le consortium au vu de la littérature et de tout ce qui est connu concernant ces matières premières. Le constat que nous effectuons est que pour optimiser l'extraction, les champs électriques pulsés ont un meilleur effet sur les sarments des vignes et les branches d'olive. C'est où ils ont un meilleur effet. Ils n'ont pas forcément d'effet sur les oignons jaunes. Sur les oignons jaunes, l'effet est même négatif. Donc, ici, sur les oignons jaunes, soit on extrait, soit on fait un traitement par les champs électriques pulsés et on en reste là. Mais si on veut refaire une méthode d'extraction derrière, pour les oignons jaunes, ça aurait un effet négatif et pour les oignons rouges, il n'y a presque pas d'effet. Ici, nous avons une vue globale sur les premières méthodes d'extraction que nous allons développer, que nous avons développées. L'extraction première attendue par le CELABOR dans ce projet est l'extraction à l'eau subcritique. Donc, à côté du pré-traitement au champ électrique pulsé, nous avons l'extraction à l'eau subcritique qui doit suivre. Donc, l'extraction à l'eau subcritique de nos matières a donné ceci. En termes de rendement d'extraction, nous notons que l'extraction à l'eau subcritique, plus on augmente la température de l'eau subcritique, mieux est le rendement d'extraction. Et en comparaison également avec l'extrait standard qui est l'éthanol, la macération à l'éthanol 60%, l'eau subcritique reste une meilleure méthode d'extraction. Ceci se vérifie également au niveau de la concentration des extraits en polyphénol
totaux. Nous constatons que les extraits, finalement, l'eau subcritique a permis une bien meilleure extraction des polyphénols totaux en comparaison avec l'éthanol à 70%. Ceci sera encore confirmé lorsque dans les étapes suivantes, nous allons étudier individuellement les métabolites secondaires, donc les polyphénols individuels de chaque extrait ici. Déjà parce qu'un premier résultat concernant les oignons rouges, nous avons fait un premier focus sur les anthocyanines. Et nous dit, est-ce que les résultats que nous obtenons sur le plan global avec les polyphénols dans les tests de Folin, est-ce que sur les anthocyanines particulièrement, nous avons les mêmes résultats? Nous constatons que non. Nous constatons que non parce que l'extrait à l'éthanol, 70%, va permettre d'extraire presque 70% des anthocyanines présentes dans nos matières ici, tandis que à l'eau subcritique, nous n'avons que l'extrait à 120 degrés qui avait pu récupérer quelques anthocyanines. Les extraits à 150 et à 180 degrés montraient LQVD, voilà, low quantified limit. Et en fait, les extraits à 150 et à 180 degrés n'ont presque plus d'anthocyanine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre hypothèse, c'est que cette température très élevée, bien que aidant dans les polyphénols totaux, à extraire les polyphénols de manière totale, pour les anthocyanines, c'est plutôt destructeur. Donc ici, c'est une étape que nous allons retenir et une donnée que nous allons prendre en considération dans les étapes suivantes lorsqu'il s'agira de choisir la méthode et surtout la température à laquelle nous allons procéder aux extractions. Donc, c'est un peu pour conclure cette présentation. Hein, nous avons un effet positif, effectivement, des champs électriques pulsés. L'eau subcritique permet effectivement et montre être prometteur pour l'extraction des polyphénols totaux de ces composés-là. Nous en saurons plus à la fin de la caractérisation des polyphénols individuels par les méthodes de LCMS qui sont en cours. Et les prochaines tâches qui sont attendues par Celabor dans ce projet, c'est le développement des extraits encore plus concentrés en polyphénol en utilisant les techniques d'absorption sur résine, mais surtout l'isolement cette fois-ci, on ne le fait pas dans tous les projets, mais dans Phénolex, ça sera fait, l'isolement des métabolites d'intérêt, donc les métabolites d'intérêt qui seront identifiés en quantité prometteuse dans chaque matière seront individuellement isolés par une technique poussée que nous avons qui s'appelle la CPC, Centrifugal Partition Chromatography. C'est une technique qui est ici dans notre plateforme de purification. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site du projet pour voir un peu l'évolution du projet. Et je remercie mes collègues Camille et Kevin qui ont participé à produire tous ces résultats obtenus dans le cadre du projet Phénolexa et des AgriWest Value également. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Job, pour cette présentation très riche et sur ces deux beaux projets. Donc, il y en a un qui se termine, AgriWest Value, mais voilà, il y a encore du temps d'ici octobre pour échanger. Et donc, c'est ouvert au partenariat, hein, discussion avec les industriels. Donc, n'hésitez pas. Et Phénolexa qui démarre, qui est encore à ses débuts. On a peut-être le temps pour une question seulement pour ne pas prendre trop de retard. Donc, n'hésitez pas, j'en vois pas sur le chat.
Sinon, on passera tout de suite à la deuxième intervention et on verra en fin de webinaire si des questions sont venues sur AgriWaste Value, sur Phénolexa. Mais voilà, on a parlé de procédés innovants, on voit la diversité en fonction des matières premières. On a parlé aussi d'enjeux réglementaires et un peu les freins peut-être à l'innovation, notamment du côté nutraceutique et novel food. Donc, très intéressant. Donc, encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux, le site du projet AgriWaste Value notamment. Et on se tient à disposition avec les partenaires du projet pour approfondir les discussions sous couvert de NDA, par exemple, pour vous apporter un peu plus de détails. Super, on a une question. Donc, alors, avez-vous eu des problèmes de stabilité des coproduits avant et après extraction? Job, je ne sais pas si tu as eu des problèmes de stabilité de coproduits avant et après extraction. Pour la pomme. La pomme. OK, ben, nous avons fait une étude, je ne montre pas les résultats ici pour question de confidentialité, mais nous avons fait une étude sur cet extrait-là qui est déjà très poussé, l'extrait enrichi en fluoridine. Nous avons fait une étude de stabilité qui a duré 6 mois dans des conditions de vieillissement, et donc humidité 75% et température 40%, et nous notons une très bonne stabilité du composé majoritaire qui est la fluoridine et également des propriétés de l'extrait. Donc, ce qui est détruit dans cette étude après 3 mois, c'est l'aspect de l'extrait. Donc, nous n'avons plus un bel extrait coloré comme vous voyez là, mais ça devient plutôt une pâte et ça se justifie par l'humidité qui est mise aussi dans le milieu. Mais l'extrait reste stable, son activité et son contenu en bioactif reste stable. Ça a été étudié. Merci, Job. Je vous propose qu'on fasse une pause sur les questions pour pouvoir quand même prendre le temps avec les autres interventions, mais éventuellement, on reprendra le temps à la fin du webinaire et puis surtout, on fera le lien aussi entre intervenants et participants si vous voulez approfondir les discussions. Voilà. Merci encore, Job, et je propose qu'on passe à l'intervention de Cindy Romain de Fitexia. Donc, je vais vous passer la main tout de suite. Donc, on voit bien l'écran. Ouais, j'essaie juste de la voir moi aussi de mon côté. Je pense que c'est bon. C'est en plein écran pour vous ou... Pas encore, il me semble, oui. Là, ça devrait... C'est parfait, merci. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une petite présentation d'un des ingrédients que nous avons développé chez Fitexia et qui s'appelle Oxinea. Donc, Oxinea, c'est un concentré de polyphénol qui a pour but de compléter son alimentation pour atteindre des niveaux de consommation en polyphénol qui puissent être similaires à ceux que l'on pourrait retrouver si on consommait tous nos 5 fruits et légumes par jour. Donc, avant de commencer, je vais vous dire un petit mot sur le groupe Fitexia. Donc, Fitexia, c'est une société qui est experte en sciences de la vie dans le développement de nutriments actifs et scientifiquement démontrés pour les produits de santé. Donc, la mission de Fitexia, elle est double. Elle est d'une part de réduire les facteurs de risque des maladies non transmissibles, mais également des infections bénignes, en proposant donc des compléments nutritionnels innovants qui sont issus de nos recherches scientifiques, mais également inspirés des pratiques alimentaires de santé publique reconnues. Donc, on développe des ingrédients principalement à base de polyphénol avec une approche scientifique forte qui va donc de la caractérisation des composés actifs de nos ingrédients jusqu'à leur démonstration clinique pour démontrer leur efficacité. Donc, on propose à nos clients des ingrédients soutenus par des dossiers scientifiques et qui sont destinés à être utilisés dans des formules pour les compléments alimentaires ou les produits pharmaceutiques à travers le monde. Donc, nous avons 2 entités dans le groupe Fitexia. Donc, la première, c'est Fitexia, qui est basée à Vindre, dans le sud de la France, en région Occitanie.
Et la seconde, c'est Binatural, qui est une société italienne spécialisée dans la valorisation scientifique de la propolis, des extraits de propolis. Donc, on développe et on fabrique nos ingrédients à partir de ces 2 sites de production. Et chacun de ces sites de production possède son propre laboratoire interne, non pas pour les développements cliniques, mais en tout cas pour le développement des ingrédients et également le contrôle qualité. Donc également, c'est juste pour vous faire part de notre actualité. Donc Fytexia Group fait maintenant partie du groupe ABF, Associated British Foods, et plus particulièrement de leur division ABF Ingredients, et ce depuis février, donc c'est très récent. Donc nos activités, on les gère de manière durable, on est complètement engagé dans le développement durable et on travaille à ce propos avec un consultant indépendant qui est Indefi pour établir des objectifs d'amélioration continue et ce, en fonction des objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies. Donc chez Fytexia, on propose 4 gammes d'ingrédients autour de différentes thématiques. Donc, la thématique composition corporelle et métabolisme, la thématique supplémentation nutritionnelle, la qualité de vie et également la médication familiale. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur l'ingrédient Oxinea qui appartient à la gamme supplémentation nutritionnelle. Donc, Oxinea, en fait, c'est notre ingrédient chez Fytexia qui répond le mieux à la définition de complément alimentaire. Donc, l'objectif, c'est de complémenter notre apport alimentaire en polyphénol que nous ne puiserions pas dans notre assiette, pour plein de raisons, mais principalement du fait de nos habitudes alimentaires modernes qui répondent pas forcément à nos besoins en polyphénol. Et donc, le but, c'est d'améliorer nos défenses antioxydantes globales pour protéger notre métabolisme. Donc, je vais faire un mot très rapide sur les polyphénols, puisque avec la présentation d'avant, je pense que tout le monde connaît ces substances. En tout cas, les bienfaits des fruits et légumes, ils viennent bien évidemment de plein de nutriments et de substances comme les vitamines, les fibres, les minéraux. Mais les polyphénols sont vraiment la première source d'antioxydants alimentaires pour l'homme. Donc, ils sont naturellement présents dans tous les aliments à base de plantes. Dans la plante, ils ont un rôle de protection. Ils vont aider à la croissance et le développement cellulaire, principalement en protégeant la plante contre les micro-organismes, les rayons UV, etc. Et ils sont au cœur, chez l'homme, des bénéfices du régime méditerranéen et la première source d'antioxydants alimentaires. Donc, la différence, par contre, entre, par exemple, les polyphénols et les vitamines et minéraux, c'est que les polyphénols, ils ne sont pas stockés et ils sont rapidement éliminés de l'organisme. Donc, on comprend bien l'intérêt d'avoir un apport régulier quotidien en polyphénol. Donc, juste un petit focus sur les attentes des consommateurs, puisque quand on fait de la R&D, il est quand même très important d'avoir cette vision en tête. Donc, la première attente des consommateurs, c'est la prévention. Donc, les consommateurs, ils veulent adopter un mode de vie qui privilégie la prévention à la guérison. Ils veulent également principalement des produits à base de plantes qui contiennent des ingrédients qu'ils connaissent, auxquels ils font confiance et qu'ils peuvent comprendre. Donc, on le verra par la suite, mais Oxinea, il est formulé à partir d'une variété de plantes qui ont été soigneusement sélectionnées. Et donc, cette quête globale d'un mode de vie plus sain, elle soutient le nombre croissant de consommateurs qui cherchent également à avoir des preuves scientifiques qui soutiennent l'efficacité du supplément. Donc, avec Oxinea, on pense qu'on adresse toutes les préoccupations du consommateur, puisque c'est un ingrédient qui est fortement étudié, qui est complètement caractérisé, mais également dont l'efficacité et la sécurité ont été prouvées cliniquement. Donc, je pense que je ne vous apprends rien, mais il est largement reconnu, que ce soit par les professionnels de santé, les scientifiques ou même les organisations gouvernementales, qu'une faible consommation de fruits et de légumes est associée à un risque plus élevé de développer des maladies non transmissibles. Donc, il y a de nombreuses conditions qui peuvent favoriser l'induction d'un stress oxydant. On les connaît tous, donc la pollution, le tabac, une trop forte exposition aux IV, la sédentarité, le vieillissement, mais surtout des régimes alimentaires déséquilibrés. Donc, tous ces facteurs de risque peuvent induire dans l'organisme un état de stress oxydant, mais également d'inflammation de bas niveau, qui vont
en plus pouvoir s'alimenter l'un l'autre. Et tout ça va contribuer à générer globalement une dyshoméostasie, qu'elle soit biologique et physiologique. Et donc, les conséquences de ces déséquilibres, c'est une occurrence plus élevée de maladies non transmissibles, donc telles que le surpoids, les dyslipidémies ou encore les maladies cardiovasculaires. Donc, la façon, en fait, la plus simple, entre guillemets, de diminuer ce risque de développement de maladies, c'est de consommer quotidiennement une quantité significative de fruits et de légumes. Donc, selon l'OMS, ils ont estimé que 3,9 millions de vies pourraient être sauvées chaque année si notre consommation de fruits et légumes était augmentée. Donc, c'est à partir de ce constat que l'OMS a émis des recommandations pour un apport minimum et varié de 5 fruits et légumes par jour, ce qui équivaut à une consommation totale recommandée d'environ 400 grammes. Donc, les fruits et légumes, ils apportent en effet des composés phénoliques qui vont assurer la fonction d'antioxydants naturels, qui sont métabolisés par notre organisme et qui vont compléter notre pool endogène de défense antioxydante. Donc, en effet, au travers de plusieurs études, on sait maintenant qu'il existe une homéostasie antioxydante et cet équilibre, il est lié au maintien d'un bon état de santé et il est équilibré à la fois donc, par nos défenses antioxydantes endogènes, donc qui sont principalement gérées par les enzymes antioxydantes telles que la SOD, la GPX ou encore la catalase, mais également par des antioxydants exogènes qui sont donc délivrés par l'alimentation. Et parmi ces antioxydants exogènes, les polyphénols en sont les principaux représentants. Donc, une consommation de 5 fruits et légumes variés par jour, donc selon la recommandation de l'OMS, théoriquement fournirait une quantité de polyphénol qu'on a estimée à 230 mg par jour. Donc là, on a fait ce calcul en se basant sur les 5 fruits et légumes les plus consommés en France selon le World Panel Kantar de 2017. Donc évidemment, quand on mange des fruits et légumes, on les consomme lors des 3 principaux repas. Et donc ça permet d'assurer une présence constante de métabolites phénoliques circulants donc tout au long de la journée et donc une protection tout au long de la journée. Donc malheureusement, nos habitudes alimentaires ne correspondent pas parfaitement à ces lignes directrices. Donc dans la plupart des pays, en fait, le constat, c'est que la consommation réelle de fruits et légumes, elle n'atteint que très rarement l'objectif minimum de 5 par jour. Donc en Europe, par exemple, sur la base des données d'Eurostat 2019, on voit que la majorité des pays consomment entre 1 et 4 portions par jour. Mais globalement, on constate que 88% des Européens consomment moins que les 5 portions de fruits et légumes recommandées. Donc il y a quand même eu une amélioration entre 2014 et 2019. Par contre, en termes de santé publique, on ne peut pas dire que cette amélioration soit significative. Et également, juste un chiffre pour la France. Donc, on a seulement 20% des Français qui consomment les 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, en fait, c'est sur la base de ce constat qu'on a développé notre ingrédient Oxinéa pour combler le manque de polyphénol provenant de notre apport alimentaire. Donc, on a développé cette formule autour de 3 grands drivers. Donc, le premier driver, c'est de fournir une quantité de polyphénol similaire à celle que l'on retrouve avec cette consommation de 5 fruits et légumes par jour, donc environ 230 mg de polyphénol. Le second driver, c'est évidemment de fournir une variété de composés phénoliques, puisque quand on consomme 5 fruits et légumes par jour, ce sont des fruits et légumes différents à chaque repas, et donc évidemment des polyphénols différents. Et le troisième driver, c'est bien entendu d'apporter des bénéfices santé, qu'ils soient biologiques ou physiologiques, et qui puissent être comparables à un apport régulier et varié en fruits et légumes. Donc en fait, Oxinéa, il apporte avec une dose quotidienne unique de 450 mg une variété de polyphénols qui sont issus de 5 grandes familles. Donc on a mis un exemple d'HPLC ici de spectre. Donc on va retrouver des flavan-3-ol, des flavanones, des élagitanins, des sécoïridoïdes, des anthocyanines, mais également d'autres flavonoïdes. Donc en tout, on a pu identifier et quantifier par HPLC masse plus de 125 polyphénols différents dans notre supplément. Donc ces polyphénols, évidemment, ils ont tous des structures moléculaires différentes et c'est ça en fait
c'est ces structures moléculaires différentes qui vont pouvoir être libérées dans la circulation sanguine à des moments différents. Donc, pour obtenir ce spectre quasi complet de composés phénoliques, on a bien évidemment sélectionné des sources végétales variées qui sont donc listées ici. Donc, on va retrouver dedans du raisin, des feuilles d'olivier, de la grenade, du thé vert, du pamplemousse, de la myrtille et de l'orange. Donc, juste une petite parenthèse, donc les ingrédients qui sont utilisés dans nos formulations sont produits à partir d'extraits botaniques qui sont eux-mêmes produits autant qu'on le peut à partir de coproduits qui sont issus de l'industrie agricole ou agroalimentaire. Donc, en fait, avec Oxynea, on apporte une quantité et une capacité antioxydante équivalente à celle apportée par 5 portions variées de fruits et légumes. Donc, il nous restait du coup à démontrer que le comportement des polyphénols apportés par Oxynea et leurs bénéfices potentiels puissent également mimer ceux qui sont attendus avec une consommation de 5 fruits et légumes par jour. Donc, dans cette optique, on a mené un essai clinique en collaboration avec le centre de recherche de l'Université de Murcia en Espagne. Donc, on a mis en place un protocole randomisé en double aveugle et en crossover sur 10 sujets sains. Donc, pour évaluer, premièrement, la pharmacocinétique des composés phénoliques apportés par Oxynea, c'est-à-dire leur comportement dans la circulation sanguine qu'on va suivre pendant 24 heures après la prise. Et également, on a évalué les effets bénéfiques potentiels de cette supplémentation dans un modèle de dyshoméostasie biologique et physiologique. Donc là, on voit le design de l'étude qu'on a mis en place. Donc, c'est une étude aiguë avec une seule prise d'Oxynea et un suivi des volontaires donc, pendant 48 heures. Donc, l'intérêt, c'est qu'on s'est mis en crossover, c'est-à-dire que chaque sujet a reçu de façon aléatoire et consécutive soit Oxynea, soit un placebo. Également, dans le design, donc pendant les 48 heures précédant la supplémentation et également pendant tout le long de l'étude, les sujets ont été soumis à un régime alimentaire dépourvu de polyphénol, bon, dans la mesure du possible, puisqu'on ne peut pas les restreindre dans tous les aliments, mais en tout cas, on les a déprivés de tout ce qui était fruits, légumes, boissons telles que le thé, le café, donc pour essayer qu'il y ait le moins de polyphénol possible pour ne pas induire de biais et surtout s'assurer que tout ce qu'on va mesurer comme métabolites dans le sang soit bien issu uniquement de la supplémentation avec Oxynea et pas de leur alimentation générale. Donc, on a récolté le sang et les urines des sujets en baseline, donc avant toute supplémentation, puis tout au long de l'étude, avec différents points de prélèvement pendant 24 heures pour les prélèvements sanguins et 48 heures pour les prélèvements urinaires. Et donc, pour suivre les bénéfices aigus de cette supplémentation, on a induit chez les sujets, 1 heure après la prise du supplément ou du placebo, un stress oxydant. Et comment on a induit ce stress oxydant? En fait, on leur a donné un petit déjeuner très riche en graisse. Et ça consistait à manger donc, à 8 heures du matin un gros hamburger d'environ 1000 kilocalories. Donc ici, ce sont les résultats de la pharmacocinétique et d'excrétion urinaire des métabolites de polyphénol. Donc, on a identifié et quantifié dans le sang 28 métabolites phénoliques différents. Donc déjà, on voit que la courbe du placebo en gris ici, elle est quasiment plate. Donc, ça confirme déjà que les sujets ont bien adhéré au régime sans polyphénol. Ensuite, on voit que les sujets qui ont pris Oxynea, donc la courbe verte, ils ont une courbe de pharmacocinétique avec 3 phases distinctes. Et on voit également et surtout que les métabolites sont présents dans le sang pendant au moins 24 heures, puisqu'on s'est arrêté de mesurer après 24 heures, mais en tout cas, on voit un retour en baseline après 24 heures. Donc, en fait, on démontre qu'avec une sélection fine de sources polyphénoliques, on réussit avec une seule prise le matin à fournir des polyphénols de façon prolongée pendant 24 heures. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les métabolites qu'on a pu identifier, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est principalement les variétés structurelles des polyphénols qui va faire que certains vont être rapidement absorbés, donc plutôt au niveau du petit intestin. Donc, on va pouvoir retrouver certains métabolites de polyphénol assez rapidement. Après une heure après la supplémentation, on va pouvoir commencer à en identifier dans le sang.
Et c'est le cas, par exemple, des polyphénols d'olive. On sait que eux, ils sont absorbés très rapidement et donc on les retrouve dans la circulation sanguine rapidement, mais également ils sont éliminés rapidement. Par contre, pour d'autres polyphénols, pour certains, la mécanique enzymatique humaine, elle n'est pas capable de les métaboliser. Donc, ces polyphénols-là vont aller jusqu'au côlon. Donc, évidemment, ça prend plus de temps. Et au niveau du côlon, ce sont les bactéries coloniques qui, elles, possèdent des enzymes spécialisées qui vont pouvoir métaboliser les polyphénols pour qu'ils soient absorbés. Par exemple, on peut citer la naringine, donc c'est un des marqueurs principaux polyphénoliques du pamplemousse. La naringine dans le pamplemousse, elle est liée à un sucre spécial, le rhamnose. Et l'homme est incapable de métaboliser le rhamnose, il n'a pas de rhamnosidase. Par contre, dans notre microbiote intestinal, on a des bactéries qui possèdent cette fonction rhamnosidase et donc qui vont pouvoir aller couper ce sucre lié à la naringine et donc permettre l'absorption de la naringine au niveau du côlon. Donc, on comprend bien que le choix des sources botaniques est primordial puisqu'on va avoir une variété de composés phénoliques qui vont être absorbés de façon différente tout au long de l'intestin. Et donc, c'est ça qui permet de fournir des composés phénoliques dans la circulation pendant un temps long, donc ici pendant 24 heures. Donc, ce comportement pourrait tout à fait mimer une consommation de fruits et légumes variés à chaque repas, qui fournirait également toute la journée des composés phénoliques variés pour une protection continue. Et en parallèle, on a également mesuré les métabolites de polyphénol excrétés dans les urines, donc pendant 48 heures. Donc, cette mesure, elle nous permet de confirmer la biodisponibilité des polyphénols. Donc, les polyphénols ingérés via la supplémentation sont bien absorbés pendant 24 heures et ils sont ensuite excrétés. Et donc, entre-temps, ils ont bien atteint les tissus cibles où ils ont pu exercer leurs effets bénéfiques. Donc, on comprend bien l'intérêt de la variété parce que si, par exemple, on avait établi une formule seulement composée de feuilles d'olivier, après 2 ou 3 heures, on n'aurait plus du tout de métabolites dans le sang et donc le bénéfice potentiel apporté par les feuilles d'olivier existerait seulement sur une durée limitée. Et donc finalement, on a recherché des effets bénéfiques de cette supplémentation journalière après la prise d'un repas riche, donc inducteur de stress oxydant. Donc, on a mesuré les concentrations de malondialdéhyde dans le plasma dans la période postprandiale, donc pendant les 5 heures qui ont suivi le gros burger. Le MDA, c'est un marqueur connu de peroxydation lipidique et donc de l'existence d'un stress oxydant. Donc, on voit une augmentation significative du MDA dans le groupe placebo qui débute juste après l'ingestion du repas. Donc, notre modèle d'induction du stress oxydant, il est validé. Par contre, dans le groupe Oxynéa, on voit que le MDA commence à augmenter seulement 5 heures après le repas. Et on voit aussi, et ça c'est très intéressant, puisque la courbe en pointillé, c'est la courbe des métabolites donc pendant les 5 heures, pendant la période postprandiale, et on voit qu'il y a un parallèle. On peut imaginer, donc ça n'a pas été statistiquement validé, mais en tout cas, il y a une relation de cause à effet entre l'apparition des métabolites de polyphénol dans le sang et la réponse du MDA. Juste en dessous, c'est la production cumulée de MDA. Donc, on voit qu'on a significativement moins de MDA produit quand on est supplémenté avec Oxynéa. On a également montré des effets physiologiques qui vont au-delà des effets antioxydants. Donc, ça, c'est juste à titre d'exemple. On a mesuré, en fait, pendant les 24 heures, la pression artérielle moyenne des sujets. Et là, on observe encore une fois une relation de cause à effet, puisqu'on voit que la pression artérielle moyenne diminue de façon parallèle avec l'apparition des métabolites dans le sang. On pourrait presque avoir une symétrie quasi parfaite. Donc, c'est intéressant. Donc là, on est en aigu, on ne parle pas du tout de limitation de la pression artérielle, mais en tout cas, on a une diminution jusqu'à 8 mm de mercure de notre pression artérielle moyenne. Donc, on peut imaginer qu'avec une supplémentation chronique, on ait des bénéfices intéressants. Et finalement, on a également mesuré les défenses antioxydantes globales des sujets, donc en prenant en compte les défenses antioxydantes circulantes, mais également le pool de réserve de défenses antioxydantes. Ça se fait en mesurant le temps de demi-hémolyse des globules rouges après induction d'un stress oxydant. Donc, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les volontaires supplémentés avec Oxynéa
ont épargné leur défense antioxydante, qu'elle soit endogène ou exogène. Donc, ça démontre qu'on maintient une homéostasie en fournissant à l'organisme de quoi se défendre, puisqu'il n'est pas obligé d'aller puiser dans ses réserves pour faire face, donc dans le cas de cette étude, à un stress oxydant induit par l'alimentation. Donc cette étude, en fait, elle démontre vraiment l'importance de consommer des polyphénols pour combler le déficit nutritionnel créé par notre alimentation moderne et fournir un bouclier antioxydant pour protéger notre métabolisme. Donc évidemment, l'idéal, c'est d'ajouter à son alimentation l'équivalent de 5 portions supplémentaires de fruits et légumes par jour pour obtenir les bienfaits qu'on a démontrés dans cette étude. Mais on peut également utiliser Oxinea pour compléter notre apport alimentaire en fruits et légumes. En tout cas, une prise unique quotidienne d'Oxinea va apporter une charge de polyphénol biodisponible pendant 24 heures et donc contribuer à maintenir une homéostasie des défenses antioxydantes pour protéger notre fonction métabolique globale. Donc pour résumer, Oxinea, c'est une solution d'origine alimentaire sans OGM, recommandée à 450 mg par jour. Et il peut être utilisé sous différentes formes de compléments, comme des formes sèches ou encore des poudres à diluer pour des boissons fonctionnelles. On a également développé une version bio avec une formule qui a dû être retravaillée avec d'autres extraits botaniques, mais en tout cas, ils ont été sélectionnés pour fournir l'équivalence ici d'une portion de fruits et légumes par jour. Et pour terminer, c'est juste pour illustrer nos applications. Donc, ce sont 2 exemples de produits finis qui ont été formulés par nos clients avec Oxinea. Donc, sur la gauche, on a le produit 5D, qui est un produit anglais qui contient exclusivement Oxinea. Et sur la droite, on a un produit de la marque Ineldea, qui associe Oxinea avec des vitamines et des minéraux pour vraiment fournir une protection antioxydante complète et similaire à celle que pourraient fournir les fruits et légumes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Cindy pour votre intervention très intéressante et voilà, la démonstration de ce complément alimentaire qui a vraiment une approche physiologique et proche de l'alimentation. Donc comme vous disiez, on parle vraiment de complément alimentaire. N'hésitez pas si vous avez, voilà, on a le temps pour 1 ou 2 questions avant de passer à la dernière intervention. Là, peut-être une petite question en attendant que ça arrive. Donc là, les résultats cliniques, donc c'était que pour une seule dose en plus. Donc vous n'avez pas testé l'effet chronique de la supplémentation. Non, pas encore. Donc effectivement, là, avec cette étude, on sait qu'on va pouvoir lancer une étude chronique puisqu'on a déjà des résultats encourageants sur une seule journée, donc une seule prise. Donc oui, il y a des études complémentaires et plus long terme qui sont prévues déjà. Oui, complètement, oui. Super. Et ce qui serait vraiment intéressant aussi, parce que là, c'est vrai qu'on part sur des hypothèses et de la littérature. On a testé contre un placebo. L'idéal serait de pouvoir tester contre 5 fruits et légumes pour vraiment voir si on a la même dynamique avec cette supplémentation. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet chat pour profiter de la présence de Cindy. Donc, comme vous le disiez, vous êtes très vigilant aussi au niveau de sourcing, parce que c'est des choses dont on parlait, aller un maximum sur des coproduits, des résidus. Donc, voilà, vous êtes ouvert à opportunités. On a vu le projet AgriWaste Value. On va parler d'un autre projet juste après. C'est vraiment dans vos démarches un peu responsables, comme vous le disiez. Oui, complètement. C'est pour ça que c'est intéressant de participer à ce webinaire et notamment dans la première présentation, j'ai déjà pu prendre quelques notes sur les extraits étudiés par Job et son équipe. Parfait. Alors, on a une question de Flora. Quels sont les types de coproduits que vous utilisez déjà dans vos produits? Alors là, par exemple, on a de l'olive, donc on va utiliser pas le fruit, mais les feuilles d'olivier. On a des agrumes, donc là, on se fournit en Espagne, et donc on va utiliser plutôt les peaux d'agrumes ou les fruits qui ne sont pas utilisés, les écarts de tri. Donc on essaye au maximum vraiment de sourcer de cette façon-là. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question peut-être? Si elles vous viennent pendant la dernière intervention, il n'y a pas de souci, puis on pourra vous mettre en relation aussi avec Cindy pour approfondir les discussions.
Alors, on a une question. Envisagez-vous de tenter une application de ces polyphénols en cosmétique? Alors là, c'est vraiment une autre histoire parce que là, on a été étudier toute la pharmacocinétique, donc on sait très bien que tous ces polyphénols, quand ils sont dans le produit, ils vont être complètement transformés après être passés dans le tube digestif. On a des polyphénols complètement différents. En cosmétique, ça demanderait effectivement d'aller mener d'autres études avec des applications topiques. Pour l'instant, on n'a pas du tout de recul, mais effectivement, on sait que les polyphénols en topique peuvent avoir des effets très, très intéressants. Et on l'a d'ailleurs vu dans la première présentation avec des crèmes à visée minceur, il me semble. Tout à fait. Pour l'instant, vos extraits sont uniquement en nutraceutique, Phylexia, ou vous en avez en cosmétique? Non, on est vraiment en nutraceutique. Par contre, on se penche sur la beauty from within, donc vraiment avoir des effets pour la peau, mais en ingérant le complément. Ouais, tout ce qui est nutri-cosmétique en français. Exactement. C'est ça. Super. Merci beaucoup, Cindy. Je vous propose qu'on passe à la dernière intervention, parce que là, on risque de déborder de 5-10 minutes. Et Merci. puis, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, Cindy. Hop, je vous passe la main, Renato. D'accord. Alors, application. Ok, vous voyez là l'écran, je vais partager. Ouais, le son n'est toujours pas optimal, donc je sais pas, peut-être en reculant un petit peu, on va essayer de bien comprendre. Mais en tout cas, c'est en plein écran la présentation. Merci. Très bien. Merci Marine pour l'invitation à vous présenter une partie des travaux qui sont menés dans le cadre de la chaire industrielle Charles Violette. Donc avant de parler plus précisément de la chaire, donc je suis Renato Froideveau, je suis professeur à l'université de Lille. Je fais partie de l'UMRT Bioéco-Agro, qui est un laboratoire de recherche lié avec la Belgique. Nous sommes environ 350 chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, ingénieurs, sous 4 tutelles principales, INRAE, l'Université de Liège, et plus précisément le site de Javaux, l'Université de Lille et l'UPJV, donc l'Université Picardie et Jules Verne. L'ensemble de ces personnels sont impliqués dans 3 pôles de recherche principaux. Le pôle 1 qui est ici et qui s'intéresse au système de culture innovant pour la transition agroécologique et bioéconomique, donc notamment dans le contexte du réchauffement climatique. Ensuite, un deuxième pôle qui va s'intéresser à la transformation d'agro-ressources, qui peuvent être d'origine végétale, agroalimentaire, voire animale, et ce par 2 voies principales, une voie qui est la voie microbienne et une autre voie qui est la voie enzymatique. Et enfin, troisième pôle, qui s'intéresse à la formulation, à la qualité et la sécurité des aliments, notamment dans le contexte de One Health, qui concerne notamment la nutrition et la santé. Et puis, l'ensemble de ces 3 pôles fonctionnent également sous 4 transversalités, une qui concerne le biocontrôle, une qui concerne la valorisation des agro-ressources, une qui concerne la biopréservation et enfin une qui concerne le développement d'éco-procédés biologiques et séparatifs. Ici, vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez ici les 9 équipes en fait, qui composent l'UMRT, avec 3 équipes qui composent chaque pôle que j'ai décrit auparavant.
Plus précisément ici, cette équipe que je co-anime avec Patrick Fickers de l'Université de Liège et qui s'intéresse à la biotransformation, à la biocatalyse enzymatique et à la recherche d'enzymes dans la biodiversité. Alors, ceci fait le lien un peu avec la chaire industrielle Charles-Violette que je co-dirige avec mon collègue François Coute, spécialisé en fermentation en milieu liquide. Donc cette chaire est financée en partie par la métropole européenne de Lille et par les sites, et puis par une partie des industriels partenaires de cette chaire. Enfin, la chaire est également labellisée par le pôle Bioeconomy for Change et par le cluster NSL. Alors, au sein de cette chaire, l'ensemble des partenaires ont pour objectif en fait de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur de certains coproduits, des industriels plutôt sur la partie production de ces coproduits, des partenaires plutôt en lien avec la transformation de ces coproduits pour générer un certain nombre de biomolécules d'intérêt. Et enfin, des partenaires qui sont plus en lien avec la valorisation des biomolécules pour accéder à certains marchés. Alors, soit pour être sur des marchés sur lesquels ils sont déjà et pour accroître leur panel de molécules, soit pour ouvrir de nouveaux marchés dans leur escarcelle. Alors, on a notamment l'APEF, qui est l'association française de producteurs de l'Île-de-France, qui lui donc s'intéresse forcément à la valorisation d'un certain nombre de coproduits de la filière en vigne. La société Leroux, qui elle s'intéresse à la valorisation de coproduits issus de la fabrication autour de la filière chicorée. Aura Biotech, qui est une jeune entreprise, une start-up, qui elle s'intéresse à la valorisation d'un produit qui est un totem de curcuma. Et puis la société GECO, qui est une entreprise qui s'intéresse à la valorisation d'un biodéchet que sont les huiles alimentaires végétales usagées. Ensuite, les partenaires sur le volet, je dirais, transformation. Donc, on a l'UMRT et l'Institut de nutraceutique monofonctionnel situé à Québec, au Canada, dans le cadre notamment d'un laboratoire international associé sur la bioproduction d'antimicrobiens naturels. Ensuite, on a la société VF Biosciences, qui est une entreprise qui notamment développe des probiotiques à partir de bactéries lactiques et qui s'intéresse ici, dans le cadre de cette chaire, à la transformation de certains coproduits d'origine agricole par leur collection de micro-organismes. On a aussi la société Premier Tech, qui est une société franco-canadienne, qui elle va s'intéresser à la valorisation des tourbes issues du Canada, et notamment sur la recherche d'un certain nombre de micro-organismes endogènes qui soient ensuite développés dans la valorisation de coproduits. Donc on retrouve la société GECO qui elle a également développé aussi des procédés de transformation de leurs déchets, de leurs biodéchets. Et puis, on a la société Extractis, située à Amiens, qui nous accompagne notamment sur tout ce qui concerne le volet socio-économique des différents projets, et notamment sur l'établissement des impacts environnementaux et financiers des approches que nous développons. Et enfin, sur le volet valorisation des biomolécules, nous retrouvons donc Aura Biotech, Premier Tech, VF Biosciences et GECO. Alors GECO, ils sont plutôt sur le marché de la bioénergie, puisque ils développent par exemple la valorisation des huiles alimentaires usagées pour la production de biocarburants. Et pour les trois autres partenaires, on est plutôt sur des applications en nutrition animale, nutrition humaine, également sur les aspects de biocontrôle
donc à partir des biomolécules que nous générons. Alors, notre stratégie, la stratégie globale de la chaire est tout d'abord de travailler sur la préparation, le transport et le stockage des coproduits, donc directement en lien avec les fournisseurs des coproduits que j'ai cités auparavant. Ensuite, nous explorons la caractérisation microbiologique, à savoir la flore endogène qui peut... Nous n'avons pas trop. Oui, pardon. Excusez-moi, traduction. Je pense que ça vient directement de mon PC. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je suis désolé. Donc, il y a la caractérisation microbiologique et biochimique des coproduits, à savoir une caractérisation endogène des différents coproduits que nous étudions, et puis une caractérisation biochimique, notamment ce qui concerne aujourd'hui donc ce webinaire, à savoir les différents polyphénols, mais aussi d'autres familles de métabolites, notamment les terpènes, terpénoïdes et les sesquiterpènes. Une fois cette caractérisation établie, eh bien, nous passons à la phase de transformation de ces coproduits. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, une transformation soit par voie microbienne, donc soit en exploitant la flore endogène des coproduits, soit en amenant, on va dire, des micro-organismes que nous possédons au sein de notre collection à l'UMRT. Donc, on a à peu près une collection de 1000 micro-organismes de différents types, que ce soit bactériens, levures, champignons, et puis également la collection des partenaires industriels. Je parlais tout à l'heure de VF Biosciences, notamment sur sa collection de bactéries lactiques. Et puis, on a également l'utilisation d'enzymes dans la transformation d'un certain nombre de coproduits, avec différentes classes d'enzymes que nous produisons, qui sont d'origine commerciale, notamment des transférases, des oxydases, des oxydoréductases, ou encore des hydrolases. Donc, tout ça amène à la production de biomolécules d'intérêt, que nous cherchons ensuite à caractériser. Donc là, on va s'appuyer sur un certain nombre d'outils qui nous permettent de caractériser la structure des biomolécules générées. Donc, je parlerai tout à l'heure de la plateforme Equipex RICAT. Et puis, on va s'intéresser aussi à la fonctionnalité d'un certain nombre de ces biomolécules, notamment grâce à notre plateforme FEXMAR, qui possède un certain nombre d'outils permettant de caractériser des activités biologiques à la fois in vitro et in vivo, notamment grâce à notre animalerie. Ensuite, on passe à l'analyse technico-économique, donc avec notre partenaire Extractis. Et puis, dans le cas où un certain nombre de produits intéressants sortiraient de toutes ces études, eh bien, on a la possibilité d'avoir une montée en échelle, puisque nous avons au sein de l'UMRT un certain nombre d'outils de bioproduction qui peuvent aller jusqu'à l'échelle de plusieurs dizaines de litres. Et puis enfin, là, on a, pour terminer ce cycle en fait, de valorisation, eh bien, la partie vraiment développement d'application, comme je l'expliquais tout à l'heure, sur des secteurs de santé, de nutrition animale et humaine, santé des plantes, donc en termes de biocontrôle, ou encore la bioénergie. Ça est aussi une aventure humaine dans cette chaire. Donc ici, vous avez un certain nombre de personnes qui sont responsables des work packages du projet. Donc le professeur Vincent Famille, qui est professeur en microbiologie et qui possède des compétences en fermentation solide. Le docteur Caroline Rambaud, qui amène ses compétences, qui apporte ses compétences en biologie végétale et notamment sur la caractérisation physico-chimique d'un certain nombre de métabolites issus des coproduits. Le docteur Christophe Flahault, qui est spécialiste en spectrométrie de masse et qui travaille sur la caractérisation structurale
moléculaire des biomolécules générées. Et puis le professeur Razan Ravalek, qui est spécialisé dans la caractérisation des bioactivités et sur l'analyse sensorielle des molécules. Mon collègue qui est également coordinateur de la chaire, Dr François Coute, qui lui est maître de conférence en microbiologie et plutôt apporte ses compétences en fermentation, en milieu liquide et dans le criblage des micro-organismes. Et me concernant, je travaille plus sur la partie transformation par voie enzymatique des coproduits. Tout à l'heure des équipements, donc la chaire, l'UMRT amène également donc un certain nombre d'équipements remarquables justement dans la valorisation de ces coproduits. Donc on a des outils sur la bioproduction microbienne ou enzymatique qui nous permettent de l'échelle du millilitre jusqu'à plusieurs dizaines de litres, bien de pouvoir travailler sur du criblage jusqu'à la production de données de biomolécules qui peuvent servir ensuite à la caractérisation de certaines bioactivités. J'ai mis ici cette figure puisque nous allons être récemment équipés de 2 nouveaux réacteurs enzymatiques de 50 et de 100 litres qui nous permettront justement une montée à l'échelle intéressante pour justement produire certains lots de biomolécules. On nous appuyons également sur 2 plateformes remarquables au sein de notre UMRT. La plateforme Equipex 1004, qui est équipée d'un certain nombre de robots, des robots de pipetage, des robots qui nous permettent de faire de l'identification microbiologique, de la caractérisation structurale ou de l'optimisation réactionnelle. Par exemple, ici, vous avez le cas du biolecteur, qui est un équipement qui permet en fait de pouvoir cultiver dans des volumes de l'ordre de 1,5 dml différents types de conditions réactionnelles pour faire de la culture cellulaire. Donc on a des plaques de 48 QI qui nous permettent en fait de faire du criblage de conditions de culture. Et on a également ce qu'on appelle le biolecteur Pro qui permet en fait de pouvoir faire du fed batch et de pouvoir, comme cela, suivre certains paramètres tels que le pH, la demande de certains gaz comme l'oxygène, et qui nous permet également de faire du pipetage au cours de la culture, sans contamination, et de pouvoir suivre un certain nombre de métabolites au cours de la culture. Et puis nous avons donc la plateforme FlexMar, qui permet aussi de faire de la mesure, de la caractérisation de certaines bioactivités, avec notamment des activités sur l'IE cellulaire bien définies au sein de cette plateforme et jusqu'à ce que je disais tout à l'heure, des activités qui peuvent être mesurées in vivo, que ce soit chez la souris, mais aussi chez certains poissons ou amphibiens. Dans le cadre de cette chaire, nous travaillons plusieurs projets, dont un projet qui concerne la fonctionnalisation des métabolites secondaires par biocatalyse enzymatique et des applications en pharmacologie et en biocontrôle, mais pas que. Donc ce sont notamment mes collègues Jean-Louis Hubert, Caroline Rabot, David Daniel, Philippe Hans et Juan Mouchaï, qui est actuellement en thèse au laboratoire. La stratégie de ce projet repose tout d'abord sur principalement 2 coproduits. Donc il y a la filière, des coproduits de la filière Andile et de la filière Chicorée, sur lesquels nous menons certaines extractions. Donc j'en parlerai de manière assez synthétique, de manière à produire des extraits que l'on va dans un premier temps caractériser, de manière à pouvoir qualifier et quantifier ces extraits végétaux. Et à partir de ces banques d'extraits végétaux, on va travailler sur la modification par voie enzymatique avec donc certaines classes d'enzymes que j'ai citées tout à l'heure, que nous produisons ou d'origine commerciale, dans un but de pouvoir in fine réaliser un workflow de modification de l'ensemble des extraits végétaux que nous produisons avec les jeux d'enzymes que nous mettons
nous mettons en étude grâce à la plateforme ICAT, de produire des extraits végétaux modifiés et ensuite de pouvoir les tester sur nos différents tests que nous possédons au sein du laboratoire. Ici, vous avez une présentation des différents coproduits que nous travaillons à partir de la filière chicorée, donc avec la société Leroux, donc notamment les feuilles, des fils de cossette non torréfiés et torréfiés, ou encore les marcs de chicorée. Et puis, à partir de la filière endive, les feuilles, des racines d'endive après forçage, ou encore sur les épluchures d'endive. Si vous avez un certain nombre de composés phénoliques d'intérêt que nous recherchons, que nous qualifions dans les coproduits et que nous quantifions également, nous avons aussi un certain nombre de flavonoïdes que nous recherchons parce qu'ils présentent aussi des intérêts d'un point de vue propriétés biologiques, telles que des propriétés antioxydantes, antimicrobiennes. On s'intéresse également à d'autres classes de molécules telles que les terpènes, les terpénoïdes, mais aussi les lactones sesquiterpéniques. Donc ici, vous avez un certain nombre d'exemples de ces molécules sur lesquelles nous travaillons, la lactucine, la déhydrolactucine, ou encore la lactucopicrine et la dihydrolactucopricrine. Les molécules présentent un intérêt notamment pour leurs activités antimicrobiennes ou encore antiparasitaires. Ensuite, nous avons, au travers de certains standards, pu déterminer, déjà qualifier ces standards par chromatographie, donc par chromatographie de type HPLC, et connaissant ensuite, donc ça nous l'avons appliqué à la fois sur les polyphénols, mais aussi sur les terpènes jusqu'au lactone sesquiterpénique. Ensuite, nous avons qualifié et quantifié l'ensemble de ces polyphénols et terpènes dans les différents coproduits que j'ai présentés tout à l'heure, donc à partir soit de la filière endive ou de la filière chicorée. Alors, différents types d'extraction ont été menés. Ici, je vous présente juste l'extraction, les résultats issus d'une extraction hydroalcoolique. Ou encore ici en extraction, en macération, en milieu aqueux, à différentes températures, par exemple ici à 60 degrés. À partir de ces résultats, eh bien, nous avons pu quantifier un certain nombre de ces polyphénols, mais encore des lactones sesquiterpéniques et terpènes, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une base importante d'extraits contenant différents types de polyphénols, de terpènes et de lactones sesquiterpéniques. Ensuite, on s'est intéressé, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à certaines lactones sesquiterpéniques, notamment en termes de modification par voie enzymatique. Alors, le problème dans l'utilisation de lactones sesquiterpéniques, c'est leur prix. Ici, je vous ai mis une idée du prix de la dihydrolactucine. Et donc, au vu de ce prix, on s'est orienté vers d'autres molécules qui reflètent d'un point de vue structural ce qu'on retrouve dans les dihydrolactucines ou dans d'autres lactones sesquiterpéniques, mais qui, comme vous voyez, coûtent beaucoup moins cher. Donc, on s'est intéressé notamment à l'alcool pérylique ou encore au myrténol, parce qu'on va retrouver un motif allylique dans ces modèles d'alcool. On retrouve le fait que ce soit des terpénoïdes cycliques. Et puis, on sait que ces molécules présentent aussi un certain nombre d'activités intéressantes. Et on s'est intéressé aussi notamment à la modification par voie enzymatique de la fonction alcool que l'on retrouve aussi dans les lactones sesquiterpéniques. Donc ici, je vous présente juste un exemple d'une première méthode de modification en utilisant des lipases sur ces alcools modèles avec différents donneurs d'acide pour, ici notamment à partir de l'alcool pérylique, de pouvoir générer donc un ester
pyrénique qui a été suivie par chromatographie phase gazeuse avec un détecteur LFID. Donc vous avez notamment ici le profil chromato sans l'enzyme et avec l'enzyme qui nous permet de voir au fur et à mesure du temps eh bien, la présence d'un pic que nous avons ensuite caractérisé. Alors on a pu suivre la cinétique de production de cet ester qui nous a montré environ 50% de conversion après 72 heures et après quantification nous a permis bien de générer environ 65 millimolaires d'ester, c'est-à-dire à peu près 14 mg d'ester. Alors cet ester a été également analysé par RML et spectrométrie de masse de manière à valider que nous formions bien cet ester. Alors tout ça nous amène surtout à pouvoir maîtriser l'environnement réactionnel des lipases que nous avons testés et des différents donneurs d'acide que nous avons également testés. Ensuite, à partir des conditions que nous avons optimisées, que nous maîtrisons, nous avons ensuite testé ces conditions sur la déhydrolactucine. Si je vous montre, puisque ce sont des résultats que nous avons générés récemment, on a pu voir déjà une modification après action de lipase sur notamment une modification, on va dire, structurale, mais aussi en termes de coloration et en termes de texture. Voilà, je cherche en termes de texture. Donc, cela nous a amené à une réflexion en se disant qu'on avait certainement une modification au sein de cette déhydrolactucine. On est allé ensuite faire de la chromatographie. Donc ici, vous avez le profil chromato avant l'action de la lipase et ensuite après action de la lipase, où on a pu voir l'apparition ici de deux pics. Donc là, nous sommes en train de caractériser sur le plan structural ces deux composés A et B par spectrométrie de masse et par RML. En tout cas, ça promet en tout cas pour la suite des études, que nous voulons ensuite avoir sur les banques d'extraits, végétaux dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir que nous travaillons aussi sur d'autres classes d'enzymes, notamment sur des oxydases et des hydrogénases. Voilà. Tout ça dans le but de pouvoir générer différents types d'extraits modifiés pour ensuite les tester, notamment sur des activités en biocontrôle ou encore en pharmacologie. Je vous remercie pour votre attention, si vous avez des questions. Merci beaucoup Renato pour la présentation de la chaire, des nombreuses expertises, équipements et beaucoup de choses intéressantes à suivre parce qu'on en est là aussi encore au démarrage. J'allais dire s'il y a des petites questions qui vous brûlent avant de partir déjeuner. Alors, travaillez-vous avec des lipases industrielles ou que vous avez identifiées? On travaille sur les deux en fait. On travaille à la fois sur des lipases industrielles, notamment avec des fournisseurs que vous connaissez peut-être comme Novozymes. Et on a également un certain nombre de lipases que nous produisons justement à partir d'un certain nombre de coproduits sur lesquels nous travaillons. Voilà, je voulais juste citer par exemple le marc de café, voilà, qui nous permet notamment de pouvoir générer un certain nombre de ces lipases. Merci Renato. Et puis vous avez présenté une approche de modification enzymatique. C'est des choses qu'on retrouve aussi par exemple dans le projet AgriWaste Value, une approche innovante pour aller encore un peu plus loin en termes de molécules. Est-ce qu'il y a encore une petite question avant de partir déjeuner? Donc, je vous enverrai les supports, le replay. Il y a encore, désolé pour la mauvaise qualité du son. C'est vrai qu'on a essayé avec Renato d'optimiser ça, mais j'espère que ça restait audible. En tout cas, il y aura le support. Et puis, Renato se tiendra à disposition pour approfondir également les échanges. Je pense qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Donc, je tiens encore à remercier les 3 intervenants de qualité. Merci beaucoup. Et puis, donc, je vous envoie tous les documents et n'hésitez pas à revenir vers moi pour les échanges à approfondir.
Merci Marie, bonne journée à tous. Merci à tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, Marie. Au revoir, bonne journée.